Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer cette conférence intitulée « Pour une école républicaine jusqu'au bout, la rendre véritablement gratuite ». Avant de laisser la parole à nos trois intervenants, je vais vous expliquer les raisons qui nous ont poussés à choisir ce sujet. Le système éducatif français est fondé sur des principes qui sont régulièrement débattus dans les médias et au Parlement. Le premier, la liberté d'enseignement. Il a été débattu lors de la loi Gatel en 2018 sur les conditions d'ouverture et le contrôle des écoles privées sous contrat, hors contrat. Puis, lors de l'examen de la loi confortant le respect des principes de la République, ce qu'on a appelé la loi séparatisme, qui a été promulguée il y a quelques jours, le 24 août 2021, de nouveau, les écoles privées sous contrat et hors contrat ont été largement débattues et leur contrôle. La laïcité, deuxième principe de l'enseignement public. Il a été également abondamment discuté ces derniers mois lors de la loi séparatisme, mais il y a également une campagne du ministère de l'Éducation nationale qui est particulièrement décriée et dénoncée ces derniers jours. L'obligation scolaire, troisième principe, qui a été débattu lors de la loi pour une école de la confiance en 2019. L'instruction en famille également a été beaucoup discutée depuis un an lors de la loi séparatisme. Quatrième principe, la neutralité de l'enseignement public qui s'applique à la fois aux élèves et au personnel. Elle a été débattue lors de la loi pour une école de la confiance avec l'introduction de l'exemplarité des fonctionnaires. Et cinquième principe, la gratuité de l'enseignement public qui, elle, n'a pas été débattue. Circulée, il n'y a rien à voir. Elle est complètement absente des débats. La gratuité fait partie du bloc de constitutionnalité. Elle est mentionnée à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle instaure que l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir de l'État. On le retrouve également, ce principe, dans le Code de l'éducation, aux articles L 132.1 et 132.2, qui précisent que l'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit et que l'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics. Mais dire que l'enseignement public dispensé est gratuit ne signifie pas qu'être scolarisé dans une école publique n'entraîne aucune dépense obligatoire. Pourquoi ? Par exemple, un élève qui est scolarisé dans un lycée, certes, l'enseignement y est gratuit, mais les manuels pour suivre cet enseignement sont à la charge des familles. Certaines régions les financent, mais pas toutes, et cela crée des inégalités entre les territoires. Merci. À chaque rentrée, il y a une liste de fournitures scolaires qui est distribuée aux élèves. Impossible donc pour un élève d'aller à l'école, de suivre une scolarité sans cartable, une trousse, du matériel pour écrire, mesurer, calculer, colorier, etc. Cette année, les dépenses pour un élève de 6e s'élèvent à environ 200 €. Au cours de l'année également, les familles sont régulièrement sollicitées pour la coopérative de l'école, qui est certes facultative, mais il y a quand même une forte incitation à y participer, pour financer des sorties scolaires et du matériel pour la classe et l'école. À chaque sortie scolaire, régulièrement, les familles sont sollicitées également, et pour des voyages scolaires. Difficile également pour les élèves d'aller à l'école sans cantine. Et certaines cantines fonctionnent avec des tarifs progressifs en fonction des revenus, avec des tranches de gratuité pour les premiers échelons, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et certaines communes pratiquent toujours des tarifs uniques. Donc ça crée de fortes inégalités entre les territoires, entre le lieu de résidence des élèves. De même pour le périscolaire, qui est généralement payant dans les communes. Alors, il y a une enquête du CNAL en 2019 qui se base sur les déclarations des enseignants et qui a étudié effectivement les conséquences de cette non-gratuité. Et ils indiquent, donc il y a 26% des enseignants dans le premier degré qui indiquent avoir des familles qui ont des difficultés pour régler les dépenses de fourniture scolaire. Dans le second degré, ça atteint 86% des enseignants qui ont des familles qui ont des difficultés à les payer. Concernant les voyages scolaires,
les enseignants du second degré, 59% d'entre eux indiquent que des élèves ne participent pas au voyage scolaire pour des raisons financières. Donc ce principe de gratuité, et entre ce principe de gratuité et la réalité, il y a une marge énorme et cela ne fait pas de débat dans la société. Ces dernières semaines, les médias ont organisé une campagne sur l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire par les familles modestes, mais pas une seule fois ces dépenses obligatoires n'ont été questionnées, remises en cause. Donc pour évoquer cet enjeu de gratuité qui semble central pour garantir une école républicaine, nous avons 3 intervenants. Francis Vergne, qui est chercheur associé auprès de l'Institut de recherche de la FSU. Il va publier dans quelques jours un ouvrage intitulé « Éducation démocratique » avec Christian Laval, dans lequel il fait des propositions pour construire une égalité réelle en matière d'école. Rodrigo Arenas, porte-parole de la FCPE, excusez-moi. Ouais. Donc, porte-parole de la FCPE, la principale association de parents d'élèves, et tu as été pendant de nombreuses années coprésident de la FCPE. Et enfin, Sabine Rubin, qui est députée de la France Insoumise et qui est très engagée sur les questions d'éducation depuis le début du mandat. Et je commence par... donc, chaque intervenant va parler 20 minutes. Et puis ensuite, je vous propose, vous, d'intervenir, de réagir, et puis nos intervenants pourront échanger avec vous. On commence par Francis Vergne. Bon, ça marche, oui, c'est bon. Bonjour, donc, merci de cette invitation à débattre. Un petit mot peut-être sur ce que tu as évoqué, c'est-à-dire le cadre dans lequel se mènent nos réflexions et nos propositions. Le cadre de l'Institut de recherche de la FSU, institut un peu particulier puisque lié à une organisation syndicale et dans lequel il y a des chercheurs, bien sûr, c'est sa vocation, mais où on considère surtout que des syndicalistes, ça peut penser, hein, c'est pas seulement dans des manifestations, etc., mais ça a une réflexion propre. Et puis, plus largement, je dirais, tout professionnel ne fait pas qu'exercer un métier, ou plus exactement, pour exercer un métier, contrairement à ce que l'on entend dire parfois, il faut réfléchir pas mal. C'est pas seulement être le nez dans le guidon, mais... Donc voilà, s'il y a une originalité à notre institut de recherche, c'est de croiser ces trois regards. Hein. Alors, dans ce cadre-là, nos travaux portent, ça semble assez naturel et normal, sur l'école, sur l'éducation. Il y a quelques années, nous avions produit avec Christian Laval donc un ouvrage qui s'intitulait « La nouvelle école capitaliste » et qui était surtout un ouvrage, je dirais, de décortiquer les enjeux qu'il pouvait y avoir, comment cette marchandisation, cette financiarisation atteignait tous les secteurs de l'éducation. Et puis, chemin faisant, en discutant à partir de cet ouvrage, on s'est aperçu que les gens nous disaient « Oui, mais bon, on est d'accord avec vous, il n'y a pas... » Enfin, des fois, la réalité même dépassait les critiques qu'on pouvait faire, mais qu'est-ce que vous proposez ? Donc, l'ouvrage que tu évoques, qui doit paraître à la découverte en octobre, essaye d'apporter des éléments de réponse, puisque le titre, ce sera effectivement « Éducation démocratique » et en sous-titre « Principe de la révolution scolaire à venir ». Voilà, alors ça peut sembler ambitieux. Et moi, il m'a semblé intéressant de prendre précisément le fil conducteur de la gratuité, enfin la gratuité plus exactement comme principe et comme réalité, comme fil conducteur pour construire une égalité réelle en matière éducative. Puisque l'école que l'on vit aujourd'hui, c'est vraiment l'antithèse de la gratuité. Alors, sous l'angle que tu évoquais, bien évidemment, les dépenses qui existent de fait pour les familles, mais également dans son principe même. C'est-à-dire que l'école, lorsqu'on avait voulu qualifier d'un mot cette nouvelle, ce qui était à nos yeux de nouvelle école capitaliste, on avait trouvé la formule de dire c'est l'école pour laquelle l'homme est capital, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, l'école ne faisait pas que reproduire la société, elle préparait à une société entièrement marchande, entièrement régie par le principe du capital. Donc on a voulu prendre justement le principe inverse et dire aujourd'hui, si on prend comme fil conducteur le fait qu'il faut aller vers une égalité réelle des conditions d'apprentissage, eh bien, il faut partir sur une base que je qualifierais de matérielle, parce que c'est quand même d'abord là que se jouent un certain nombre de choses, et dire il faut agir d'abord sur le cadre
économique, social et culturel des familles. Le vieil Engels, compagnon de Marx, avait la formule suivante, en reprenant une formule célèbre du philosophe Ludwig Feuerbach, en disant « on pense différemment dans un palais et dans une chaumière ». Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait étendre la réflexion en disant, c'est très banal ce que je vais dire, mais on apprend différemment dans les ghettos des ultra-riches, si vous voulez, et dans les quartiers populaires, évidemment. Et cela met en évidence, je crois, qu'aujourd'hui, il y a des inégalités de plus en plus fortes qui sont à la fois multidimensionnelles et qui sont cumulatives. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont multidimensionnelles parce qu'elles sont à la fois sociales, territoriales, de genre et d'origine, et cumulatives parce que ce sont en général toujours les mêmes qui cumulent ces difficultés. Alors voilà en gros le cadre, si vous voulez, sur lequel on s'est basé. Et première chose, même si c'est tout à fait banal et ça a été évoqué, je crois que la première chose, c'est de dire cette réalité de la pauvreté et de la liée en grande partie à la non-gratuité, elle agit et elle a un impact considérable sur les conditions de scolarisation. Alors la pandémie du Covid l'a révélé, mais au fond, ça existait déjà avant et de manière quand même particulièrement et de plus en plus criante. Alors c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le fait que les frais occasionnés par le travail scolaire, de fait, existent, hein, les documents pour les travaux dirigés, les livres de poche pour le français, matériel d'objets pour la technologie, etc., si vous voulez. Et quand tout ça se cumule, bien évidemment, pour les familles les plus démunies, c'est pas neutre du tout. Ça agit de fait sur les... Alors, on pourrait évoquer, en élargissant la condition de vie des étudiants, je crois que ça a été mis en évidence également, et on peut rappeler, par exemple, que l'inspection des affaires sociales et l'Observatoire des inégalités s'accordaient à dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 20% d'étudiants en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, si vous voulez. Et tout ça agit sur le plan matériel, mais sur le plan également, je dirais, du rapport des élèves et des parents à l'école. Aujourd'hui, cette école inégalitaire, d'une certaine façon, comme elle a été appauvrie, elle ne se suffit pas à elle-même, au sens où on a assisté à une explosion considérable, ce que j'appellerais le marché éducatif complémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, l'école, c'est encore, on le considère comme une formation de base, mais en gros, ce qui se joue sur les compléments éducatifs que l'on considère comme nécessaires et payants, c'est devenu de plus en plus prégnant et de plus en plus important. Et ça, bien évidemment, ça a un impact global sur les conditions d'études et les conditions dans lesquelles les familles peuvent accompagner ou pas les élèves dans les itinéraires scolaires. Alors, deuxième point, si vous voulez, donc premier point, regarder cette réalité de la pauvreté scolaire en France, et deuxièmement, regarder ce que propose ou ce que ne propose pas, tu l'évoquais un petit peu, le gouvernement aujourd'hui. Alors, parce que le gouvernement, il n'est pas avare de dire... Alors, on a un problème décidément avec les... On va y arriver. Avec le vent, voilà. Ces solutions, elles ont pour caractéristique principale justement de nier cette réalité. C'est-à-dire de dire en gros, la réussite scolaire, c'est une question de personnel, d'investissement personnel, mais ce n'est pas une question politique, sociale. Donc on va chercher du côté, en particulier, de repérer des conduites déviantes, n'est-ce pas ? De mettre en place tout un processus de médicalisation, de psychologisation, et puis une démarche également sécuritaire, il faut le dire, pour dire, en définitive, ceux qui ne réussissent pas à l'école, c'est qu'ils ont un rapport à la norme sociale qui n'est pas tout à fait normal, donc il faut croiser les regards avec ceux de la police, etc., pour repérer. Alors, ils ont des catégories extraordinaires. Moi, dans ma vie professionnelle précédente, qui était la vie professionnelle d'un conseiller d'orientation psychologue, on nous convoquait à des réunions dans lesquelles j'avais découvert une nouvelle catégorie qui était la catégorie des prédélinquants. C'est extraordinaire quand même, hein. Voilà. Donc, si vous voulez, cette philosophie, elle continue d'exister et en définitive, elle renvoie au fait que c'est par des solutions, de redressement comportemental, en quelque sorte, que l'on peut résoudre le problème de la difficulté scolaire.
Et bien évidemment, avec l'idée que ceux qui ne se plient pas à ça, ben, au fond, ils n'ont pas grand-chose à faire dans l'école. Moi, une chose qui m'avait frappé dans ma vie professionnelle de conseiller d'orientation, là aussi c'était une formule riche de sens, c'est au sortir de la troisième, le fait de dire qu'il y avait une orientation vie active. C'est extraordinaire, si vous voulez. Hein. Ou apprentissage, voilà. C'est-à-dire ceux qui, entre guillemets, n'étaient pas faits pour l'école, ne se pliaient pas à ces normes, eh bien, à ce moment-là, ils n'avaient rien à faire, et donc ils allaient voir du côté du patronat là, une vraie éducation, vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez, voilà. Donc, de ce côté-là, rien à attendre, si vous voulez. Rien à attendre du fait que, en dépit de tout un discours, y compris celui de Blanquer aujourd'hui, alors lui, il a trouvé une autre formule, c'est extraordinaire, c'est la neuropsychologie. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau du cerveau, on va trouver un moyen d'activer les bons neurones et ça résoudra tout le problème. Voilà. Bon, autant vous dire que ça ne marche pas, bien évidemment, mais je crois qu'il s'en fiche littéralement, ce n'est pas son problème. Hein. Alors, si on vient du côté des solutions, je dirais, sur lesquelles nous, on a essayé de travailler et de réfléchir, c'est évidemment de considérer les élèves en situation de difficulté comme un aspect particulier de ce que le sociologue Robert Castel avait appelé la désaffiliation sociale. Et je crois qu'on peut faire un parallèle entre le phénomène de désaffiliation sociale lié au chômage, à la rupture des liens qui lient à la société, et avec ce qu'on pourrait appeler la désaffiliation scolaire, c'est-à-dire progressivement un certain nombre d'élèves, pour les conditions matérielles et culturelles que j'ai évoquées tout à l'heure, ne sont plus là. Enfin, ne sont plus là, si vous voulez, sont là sur les bancs de l'école, mais ne peuvent pas, n'ont pas la possibilité de vraiment réussir scolairement, parce que les conditions n'y sont pas. Et on pense qu'effectivement, l'une des pistes pourrait être effectivement de travailler à la réaffiliation scolaire, mais en jouant non pas seulement sur les... Alors, je vais te demander de l'aide. T'as une pierre en plus. Une pierre à l'édifice, c'est formidable. Mais de retisser les liens multiples qui doivent exister entre l'école, le périscolaire, ce qui se passe dans les familles, et de faire un lien entre tout ça et de jouer sur toutes ces conditions pour créer des solidarités positives et développer des pratiques coopératives au sein de l'école. Aujourd'hui, cela supposerait en particulier, et c'est tout l'antithèse de ce qui se passe aujourd'hui bien évidemment, c'est avoir du personnel qualifié de haut niveau dans l'école et autour de l'école pour apporter aux élèves et aux familles tout ce qu'un certain nombre de familles ne peut pas, pour des conditions matérielles et culturelles, apporter. Donc ça nous semble une piste intéressante pour justement retisser des liens contre cette désaffiliation scolaire, avoir une réaffiliation. Alors ça passe par quoi? Ça passe y compris par ce qui se passe un petit peu en dehors de l'école, quand on est sorti de l'école, si vous voulez. Un accompagnement scolaire gratuit pour les élèves qui en ont besoin, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré des efforts associatifs, je ne crache pas dessus du tout, si vous voulez. Mais cela peut concerner l'environnement culturel, ludique, sportif, des associations, des bibliothèques, des médiathèques, que tout cela puisse converger et avoir une fonction d'étayage de l'école et qui permette de jouer en particulier sur toutes les compétences linguistiques en particulier, qui sont nécessaires pour la réussite aujourd'hui. Donc cette idée, si vous voulez, c'est de créer les conditions d'une culture éducative commune entre l'école et les familles aujourd'hui et d'aller dans ce sens-là. Le sens général que l'on y accorde, nous, et ça sera un élément complémentaire, c'est de dire qu'il faudrait essayer d'aller vers à la fois une pédagogie de l'égalité et une auto-organisation éducative plus déterminée. Et là, je ferai référence non seulement effectivement à notre histoire scolaire, mais à ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui. Et dans un certain nombre de pays, je pense en particulier à tout ce qui peut lier le mouvement de démocratisation de l'école et le mouvement social. On pourrait se référer par exemple à certains mouvements sociaux en Amérique latine. Je pense en particulier à toute l'affiliation qu'il y aurait à opérer avec la pédagogie des opprimés de Paulo Freire, avec le mouvement des sans-terre au Brésil. Mais il y a d'autres exemples. C'est les quartiers debout en Argentine,
les caravanes pédagogiques en Colombie, qui lient d'une manière très forte éducation, convivialité sociale, capacité autonome des participants, et à partir de là, comment des groupes de citoyens et des assemblées peuvent s'instituer comme sujets de leur propre histoire, en dehors du marché et en dehors au moins de l'état bureaucratique. Donc c'est cette pédagogie de l'émancipation qui nous semble, nous, complémentaire, basée sur la gratuité, au sens où, effectivement, ce qu'apportent ces mouvements, ils ne sont pas là pour se faire payer, si vous voulez, mais ils sont là pour réellement, en toute fraternité, en toute sororité, essayer de mettre en mouvement cette éducation qui, aujourd'hui, est confinée dans la marchandisation, dans la financiarisation. Et Paulo Freire avait une expression de ce point de vue-là qui me semble très juste, si vous voulez. Il disait il faut sortir d'une conception pédagogique bancaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les élèves, on les considère comme des espèces de dépôts dans lesquels, comme dans une banque, on va mettre du savoir. Mais c'est pas, ça ne suffit pas. Il faut que les élèves, et les parents aussi, deviennent en quelque sorte des sujets conscients, à la fois pour investir l'école, mais pour transformer l'école. Paulo Freire le faisait dans son vocabulaire, je dirais à la fois existentialiste et chrétien, mais chrétien plutôt théologie de la libération, si vous voulez, hein, en parlant de conscientisation. Mais je crois qu'il faut voir ce qu'il y a derrière, c'est tout un phénomène total, c'est-à-dire une transformation politique, culturelle, éducative, et une démocratisation qui ne soit pas simplement une vulgarisation, mais une appropriation des savoirs. Et Paulo Freire, de ce point de vue-là, avait une formule, moi, qui me parle beaucoup. Il le résumait en disant une éducation problématisante, c'est une éducation dans laquelle on ne peut pas séparer l'apprentissage, la lecture du mot et la lecture du monde. Et ça me semble une image très, très juste, si vous voulez, de la direction dans laquelle il conviendrait d'aller aujourd'hui en filant effectivement cette idée de la gratuité jusqu'au bout. Alors je terminerai, si vous voulez, en essayant de m'interroger avec vous sur ce dont la gratuité pourrait devenir le nom. Tu me dis combien? Parce qu'on a toujours cette délicate... D'accord, bon, ben ça va, normalement. Donc ce dont la gratuité pourrait devenir le nom, je me référerai à un ami et camarade qui était là il y a, je ne sais pas s'il était là l'an dernier, mais il y a au moins 2 ans, c'est Paul Ariès. Je ne sais pas si vous connaissez son livre qui s'intitule « Gratuité versus capitalisme » et qui attaque de manière vraiment frontale le présupposé, le préjugé idéologique selon lequel le principe de la gratuité inciterait à un comportement égoïste et irresponsable. Et le grand mérite de Paul Ariès, c'est de montrer que c'est précisément exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est l'inverse qui doit être établi. La gratuité est ce qui permet aujourd'hui de faire reculer la marchandisation, la financiarisation du monde en général et de l'éducation en particulier, et qui donne une assise à une mise en commun égalitaire qui est essentielle dans la perspective d'un nouvel humanisme dont l'éducation, le soin, la culture sont des éléments, à notre avis, déterminants. Alors, de ce point de vue-là, si on reprend cette idée, cette réflexion, ce dont la gratuité peut être le nom, je dirais qu'il y a 2 écueils de mon point de vue. L'écueil utilitariste, on en a parlé, c'est-à-dire l'idée que l'école, bon, elle doit finalement former du capital humain, quoi, hein, et rien d'autre, quoi. C'est-à-dire qu'elle soit utile pour non seulement reproduire la société capitaliste, mais être en avance, en quelque sorte, pour que la société, dans tous les domaines, soit une société régie par la logique du capital. Donc une école qui s'adapte à la société capitaliste, mais qui s'adapte y compris d'une manière, parce que l'éducation touche à ça, de manière assez intime, assez subjective y compris. C'est-à-dire que ces normes de fonctionnement, l'impératif de rentabilité, de performance, de mise en concurrence, ça pénètre au plus tôt dans les consciences et que ça soit en quelque sorte qu'il n'y ait pas d'autre solution. L'idée que dans la tête, il faut se mettre ça dans la tête, comme aurait dit Thatcher, il n'y a pas d'alternative, mais au plus tôt, cette éducation, donc avec ce principe utilitariste capitaliste, doit pénétrer dans les consciences. Mais
il y a peut-être également ce que j'appellerais un écueil symétrique. Alors, pour s'en expliquer, ce que je veux dire par là, c'est que l'écueil symétrique, ça renverrait à une conception idéaliste, désincarnée, selon laquelle, assez coupée de la vie sociale, une conception, d'une certaine façon, faussement désintéressée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vécu pendant longtemps une école dans laquelle la culture, finalement, c'était fait pour briller en société. C'est ce que Bourdieu aurait appelé la culture de la distinction, si vous voulez. Et ça, d'une certaine façon, paradoxalement, l'école aujourd'hui est régie selon les principes que j'évoquais tout à l'heure, mais en même temps, il y a un vieux reste, me semble-t-il, hein, mais on pourra en discuter, de culture assez élitiste et dans lequel il faudrait acquérir une culture, mais une culture qui serait très ciblée. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on trouve à l'heure actuelle, y compris les gens qui font cette performance d'être alignés sur ce qui est demandé par le ministère, mais qui en même temps vous disent « Ah mais la culture, ça n'a rien à voir avec la culture, par exemple, technique ou professionnelle ». Et c'est redoutable ce genre de choses. Redoutable dans ce sens, ça veut dire que dans ce cas-là, par exemple la culture professionnelle, ça n'a pas de raison d'être dans l'école. Ben voyons, l'apprentissage le fait très bien. Le patronat le fait très bien. Donc du coup, moi j'attire l'attention sur le fait, si vous voulez, que la conception de la culture régie par la gratuité, elle doit inclure toutes les formes de culture. Et la gratuité, je crois que c'est une des conditions qui, hors des pressions du fric, doit permettre de poser et en partie de répondre à la question de savoir quel contenu culturel il convient de transmettre pour que l'éducation soit la plus accomplie possible et pour que les individus se les approprient, que ces individus soient les plus égaux dans tous les domaines de l'existence, c'est-à-dire à la fois libres de leur jugement politique et éthique, actifs dans la coopération sociale et économique, et ça renvoie à ce versant de la culture, je dirais, technique et professionnelle, et également responsables du lien avec les espèces non humaines et de la Terre, si vous voulez. Alors cette question, on peut dire d'une certaine façon, avec un certain recul, elle n'est pas nouvelle. C'était celle des encyclopédistes, c'était celle de Condorcet lorsqu'il voulait que les savoirs transmis et les connaissances acquises soient choisis de telle manière, disait-il, qu'il faut doter les élèves de formes de réflexion et de contenu de savoir qui leur permettent d'exercer leur autonomie de citoyen. Condorcet, avec cette belle formule, si vous voulez, c'était la suivante: il faut viser l'universalisation de la capacité de contribuer au progrès des connaissances et que chacun devienne une partie active du grand tout et coopérateur d'un ouvrage éternel. Alors, c'est dit dans le vocabulaire de l'époque, si vous voulez, mais je crois que c'est une idée avec laquelle on aurait tout intérêt à renouer aujourd'hui. Avec l'indépendance individuelle, à ce but, donc, simplement aujourd'hui, de l'indépendance individuelle visée par la visée républicaine jusqu'au bout, pour le coup, de Condorcet, est venu s'ajouter plus tard, et c'est tout, je crois, ça fait tout partie également de notre culture politique commune, est bien évidemment venu s'ajouter le socialisme. Alors, socialisme, le terme, vous savez, il est connoté, et on a toujours de l'embarras avec. Mais malgré tout, je pense que le socialisme historique, au sens de mouvement d'émancipation, est quelque chose avec quoi on doit renouer, et que la République jusqu'au bout, bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est la République sociale que voulait Jaurès, si vous voulez. Et c'est d'une certaine façon l'autogouvernement du monde du travail qui est visé là-dedans. Et puis s'ajoute, je pense qu'on sera d'accord également là-dessus, toute la problématique de l'écologie aujourd'hui, avec un déplacement considérable qui s'opère du fait que c'est l'ensemble des rapports que l'espèce humaine entretient avec le monde physique, végétal, animal, qui doit faire l'objet d'une interrogation majeure et qui doit nous interroger, y compris sur les... Ah là 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 sur les nouveaux savoirs fondamentaux qu'il convient d'apprendre et de s'approprier. Donc je dirais que la gratuité de l'éducation, à mon sens, si vous voulez, elle a vocation à intégrer ces trois dimensions.
Formation au jugement critique et à l'autonomie individuelle. Formation à ce que nous avons dénommé dans l'ouvrage à venir que j'évoquais tout à l'heure, l'autogouvernement populaire, et formation à la responsabilité envers la terre et envers le vivant. Voilà. Je n'aborde pas volontairement, mais je pense qu'on pourra y revenir, des questions qui peuvent toucher, par exemple, aujourd'hui, à la carte scolaire, à des choses de ce type, si vous voulez, parce que, justement, on est plusieurs intervenants et je pense que c'est bien que chacun puisse s'exprimer, mais on pourra éventuellement y revenir après. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Rodrigo Arenas. Je voulais t'interpeller sur... J'ai vu que dans les 5 actions clés des parents délégués de la FCPE, la gratuité a été mentionnée. Et il indique que le parent élu, il ou elle organise la solidarité pour favoriser la gratuité de l'éducation. Alors, est-ce que finalement, c'est le rôle des parents d'organiser une solidarité pour un principe de gratuité qui devrait être effectif? Alors, d'abord, la solidarité, c'est une belle valeur de notre République. Et quand on organise ça, on n'organise pas des boutiques de vente en ligne, etc., comme on peut l'imaginer. En fait, la FCPE, parce que c'est une association d'éducation populaire, parce qu'elle est héritière des grandes organisations post-45, nous sommes aussi les héritiers de ce qu'on a appelé les coopératives ouvrières. C'est-à-dire la capacité du peuple, en l'occurrence les parents d'élèves, à s'organiser pour permettre de proposer des modèles alternatifs à ce qui est proposé par la grande distribution et ce que... on disait tout à l'heure, l'organisation commerciale de l'école. Donc oui, c'est dans notre rôle. C'est dans notre rôle de permettre à nos enfants, quand les fournitures ou les livres que tu as rappelés ne sont pas gratuits, de pouvoir accéder à des fournitures et des livres, c'est-à-dire des outils éducatifs et pédagogiques, à des prix qui respectent aussi les revenus des familles. Par exemple, si on prend, je pense au Pas-de-Calais, comme ça on va prendre des bonnes images d'Épinal, quand les parents vont acheter des bouquins tous les ans, dans les lycées, parce que c'est ce qui est demandé par le ministère de l'Éducation nationale via son rectorat et via son organisation, donc via la région, eh bien, chaque année, il doit acheter un jeu complet de livres. Sans ce jeu complet de livres, les enseignants seraient bien en difficulté pour faire leurs cours, et les enfants qui n'ont pas les bouquins, c'est un peu délicat. Donc, que fait la FCPE? Elle propose, parce que ça a un coût, en association souvent avec des libraires indépendants, etc., parce qu'il y a aussi des mouvements de résistance dans le commerce. Ça existe aussi. Tout n'est pas complètement soumis au grand capital, au fonds de pension, etc. Pour encore une fois prendre des images d'Épinal et caricaturales, pardonnez-moi. C'est que les parents achètent un jeu de livres, les gardent en bon état pour la génération qui vient derrière, et en fait, tout au long de la scolarité, ils achètent un jeu, alors qu'ils devraient en acheter 3 pour ce qui concerne le lycée. Donc voilà, c'est des formes d'organisation qui existent. La question, c'est que tu aurais raison de dire que c'est pas notre job si en même temps on ne se battait pas pour la gratuité. Et c'est ça toute la force d'une fédération comme la FCPE, c'est qu'en même temps qu'on propose une alternative, une sorte d'autogestion, d'autodétermination pour lutter contre quelque chose qui est profondément injuste pour les enfants notamment, et bien en même temps on se bat dans les instances, on milite, on fait des pétitions, on agit, on intervient, on essaie de faire du lobbying aussi auprès des élus, parce que c'est quand même eux les principaux responsables, c'est eux qui votent les budgets, de dire en sorte que oui, nous voulons la gratuité des livres scolaires. Et nous voulons la gratuité des fournitures scolaires, et nous voulons la gratuité de tout ce qui est utile et nécessaire d'un point de vue pédagogique et éducatif pour l'enfant, pour suivre une scolarité qui respecte les lois de la République. Loi de la République qui, je le rappelle, dit que la gratuité, que l'école doit être gratuite. Et que, je précise, contrairement à ce que dit Jean-Michel Blanquer, quand il résume l'école à lire, écrire, compter, l'école française, ce n'est pas l'instruction. L'école française, depuis les années 30, c'est l'éducation. C'est pour ça que dans les années 30, il y a eu une évolution sémantique dans le titre, où on est passé du ministère de l'Instruction nationale au ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'à l'école, on fait un peu plus que lire, écrire, compter, même si évidemment, il est indispensable et nécessaire qu'elle assume aussi ce rôle d'instruction. Ça répond à ta question ? Ouais. Okay. Donc, pourquoi je dis ça ? En tout cas, merci, parce que ça me permet d'enquiller dans la vraie vie, en fait, ce qui m'intéresse un peu. C'est que, de toute façon, on ne va pas faire semblant comme si la France, donc les parents, n'était pas dans une société de consommation,
n'était pas dans une société monétisée, n'était pas dans une école qui est profondément clientélisée et commercialisée. C'est-à-dire qu'on est dans cette école-là. Moi, je ne vais pas taper sur Blanquer, ici, ce n'est pas mon problème. Hein. La question, c'est que quand vous avez par exemple un ministre, à travers son institution, qui est conseillé aussi par des gens qui sont des très bons élèves, puisque par définition, les énarques, etc., c'est les meilleurs élèves de l'école. C'est ça qu'on est en train de parler. Qu'il met en place les vacances apprenantes pendant le temps de pause des enfants et qu'il passe un deal avec le groupe Auchan pour faire des vacances apprenantes dans un centre commercial, c'est-à-dire qu'on est clairement dans un ministère qui met dans un lieu qui est un temple de la consommation, soumis au marketing le plus agressif en temps de vacances. Pourquoi ? Parce qu'en temps de vacances, les parents, il y a toutes les fournitures scolaires qui sont là, etc. Eh bien, on met les enfants et on fait croire que c'est normal que le ministère de l'Éducation nationale apprenne qu'un centre commercial est un lieu dans lequel on peut faire de l'éducation. De l'éducation à quoi ? Je ne sais pas, mais certainement pas un lieu d'éducation aux valeurs de la République. Et là, on a un vrai problème culturel. Et je pense qu'il faut en avoir conscience parce que nous, on a fait un sondage à la FCPE sur plus de 1000 parents, du public comme du privé. On va se mettre à l'aise, parce que les parents du privé sont aussi des parents et c'est important de s'adresser à eux. D'ailleurs, pour les ramener dans le public, en plus, c'est important de s'adresser à eux. Où on voit que plus de 85% des parents, ils sont dans des parcours individuels. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils pensent que l'école, c'est tout pourri. Au contraire, ils ont confiance dans l'école, mais ils savent que l'école fait ce qu'elle peut et que, in fine, c'est leur réseau personnel, leur connaissance, leur compte en banque, pour les cours particuliers, etc., qui permettra de compenser les difficultés scolaires. Mon propos, ce n'est pas de dire est-ce que c'est vrai ou pas. Je dis c'est que voilà dans quel état de mentalité se trouvent les parents d'élèves. Et c'est très important de se le dire parce qu'en France, 90% des Françaises et des Français, et si on élargit, parce que l'école ne se résume pas aux Françaises et aux Français, elle se résume à nos concitoyens, eh bien, 90% d'entre eux sont ou ont été des parents d'élèves. Et que, depuis la massification de l'école, nous avons tous été à l'école. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, on a fait référence à différents sociologues dans le propos précédent, je ne vais pas faire une litanie là-dessus, mais l'école, elle apprend aussi ça. Elle apprend aussi à ses enfants à évoluer dans une société et elle transmet les valeurs et les apprentissages, les savoir-faire, les savoir-être qui permettent à ses enfants, à ses parents, qui sont, parce que les enfants sont des futurs parents, pour 90% d'entre eux à tous les mois, à évoluer dans une société qui est régie par ces critères-là, qui est régie par cette façon de réfléchir, c'est-à-dire d'accepter une société qui définitivement les désapproprie de ce que doit être une école qu'on appelait tout à l'heure une école de l'émancipation. Et il faut se le dire. Il faut se le dire parce que quand on parle de gratuité, il y a des pays qui sont aussi dans une société dite capitaliste, mais qui vont beaucoup plus loin que nous sur la question de la gratuité. Je prends par exemple la Suède. La Suède, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas spécialement ce qu'on appelle le socialisme sur la terre, au point de vue économique en tout cas. Pour autant, la gratuité en Suède est une réalité pour les familles, et du public comme du privé. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'école, les fournitures, la cantine, les voyages scolaires, les tenues pour le sport, l'ordinateur, tout ça est fourni, pas par l'État, par les mairies. Et les mairies, évidemment, avec un soutien financier de l'État. Ce qui veut dire que quand on se pose en champion de l'univers de la gratuité, je pense qu'il faut regarder un petit peu ailleurs et qu'il y a des pays qui sont organisés différemment, qui peuvent être éloignés, y compris culturellement, de nous, mais qui vont plus loin sur certains champs parce qu'ils font porter à l'école un projet de société qui est un peu différent du nôtre. Et je pense c'est important de l'intégrer parce que quand nous, on est sur le terrain avec les parents d'élèves et qu'on leur dit il faut que l'école soit gratuite, ces parents-là sont complètement pétris de ce que l'école leur a véhiculé depuis qu'ils sont en classe maternelle. Et en plus, ils sont complètement pétris de ce que leurs parents leur apprennent et que leurs parents ont été aussi dans une école qui a appris ce même système de valeurs auquel nos enfants aujourd'hui sont soumis, peut-être de façon un peu plus exacerbée, peut-être de façon un peu plus affirmée. Mais j'ai envie de vous dire, entre le XXe siècle, où le fric c'est chic, et il faut avoir une bagnole, etc., et aujourd'hui, où il faut avoir un iPad, ou etc., c'est-à-dire des signes extérieurs, par exemple, de modernité qui sont peut-être différents, mais finalement, dans ce que l'école doit apprendre aux enfants pour pouvoir s'insérer dans un système social, économique et culturel qui est celui qu'ils vont avoir à l'âge adulte, il n'y a pas une très grande différence, si ce n'est une évolution majeure, une évolution technologique qui s'appelle le numérique. Mais fondamentalement, sur le rapport au travail, le rapport à l'autre,
ça n'a pas beaucoup changé à l'école. Par contre, ça change énormément dans la société. Et ça, l'école est un peu en retard. Je vais vous donner un exemple. J'étais tout à l'heure aux toilettes, aux amphis. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai pas vu la signalétique. Et c'était les toilettes des femmes. Voilà. Et il y a eu un débat super intéressant pendant que j'étais aux toilettes, donc j'étais très discret, rassurez-vous, où il y avait un autre gars qui était rentré parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait une fille avec une robe. En plus, ça dit des choses, hein, la signalétique. Où il y avait une robe qui était rentrée et qui dit « Qu'est-ce que tu fous là, t'es un mec ?» Je sais, je suis désolé, j'étais aux toilettes. Je fais « Ouais, mais c'est le défi. » Et là, il y a une troisième personne qui a dit « Ouais, mais en fait, t'en sais rien si c'est une femme. » C'est-à-dire que la question du genre est centrale aujourd'hui. Mais c'est une question qui ne se posait pas. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que quand je dis que l'école apprend des dimensions culturelles des choses, quand la FCPE disait il y a quelque temps, avec les associations de lycéens, que les toilettes des écoles devaient être non genrées, d'ailleurs comme à la maison, excusez-moi, moi j'ai 4 garçons, il y a une maman, on n'a pas un toilette pour la maman, un toilette pour papa, et pour les garçons, on va tous dans les mêmes. La question c'est la propreté, c'est la sécurité, c'est de faire ses besoins normalement. On s'est pris, pardonnez-moi l'expression, un tombereau de merde, parce que c'était insupportable, y compris pour des enseignants, de dire que dans l'école, les toilettes devaient être non genrées. C'est l'école qui apprend ça. C'est l'école qui a formé des anciens élèves, des futurs adultes, y compris des enseignants. Et rassurez-vous, mon propos n'est absolument pas de dire que les enseignants... Non, c'est pas mon propos. On adore les enseignants. Sinon, je serais un papa sadique quand même. Mes gamins, ils vont plus à l'école qu'à la maison. Donc, ça voudrait dire que je mets mes gamins avec des gens qui vont leur faire du mal. Je vous rassure, tout va bien, j'adore. Il n'y a pas de problème là-dessus. La question qui se pose, c'est que si l'école apprend ne serait-ce que d'aller aux toilettes de façon genrée, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles n'apprennent pas aussi d'autres choses et que le rapport que nous appelons à la gratuité est complètement pétri de cela à tous les moments de la vie scolaire. Alors, en France, depuis les années 90, on a perdu 1 point de dépenses budgétaires pour l'école. Voilà. C'est une réalité, c'est les chiffres. Je pense que Sabine les connaît autant que moi, voire mieux que moi, parce qu'elle est à jour. Je tape tous les ans quand ils votent le budget. En gros, la France, aujourd'hui, dépense quasiment autant que pour le supérieur. Et en 2021, c'est-à-dire 20 ans après, on dépense moins pour l'école française que dans les années 90. Ça, on peut s'appeler Blanquer, on peut s'appeler Macron, on peut s'appeler Arenas, on peut s'appeler comme il veut. C'est les chiffres de la nation, c'est indiscutable, c'est indiscuté. Ce qui veut dire que quand on dit qu'on investit plus à l'école, non, on répartit différemment, mais on n'investit pas davantage. Et donc, ça a des conséquences directes. Ça a des conséquences directes parce que, culturellement, nous sommes éduqués, les uns les autres, dans une sorte de rapport à l'école qui, ce qui ne concerne pas l'instruction, est régi par ce que les anglo-saxons appellent la charité compassionnelle. C'est-à-dire qu'en fonction d'une subjectivité inscrite soit dans des représentations idéologiques, confessionnelles, personnelles, politiques, ce que vous avez ça comme vous voulez, c'est avec ça qu'on va juger. Et ce qui amène que, en France, la question de ce qui n'est pas gratuit, c'est-à-dire ce qui est payant, est profondément déterminée par un quotient familial. Et un quotient familial est déterminé par quoi ? Par la subjectivité des équipes politiques en place à déterminer qui est pauvre, qui ne l'est pas, combien méritent les pauvres et combien ne méritent pas les autres. Ce qui fait que vous avez, moi je suis en Seine-Saint-Denis, d'une commune à l'autre, vous avez pas le même quotient familial. Il y a des villes qui donnent les fournitures scolaires pour les enfants, il y en a qui ne les donnent pas. Dire que l'école, à travers ces outils nécessaires et indispensables pour que l'école fonctionne correctement, eh bien les enfants ne sont pas à égalité. Et on organise à travers cette sorte de charité compassionnelle, c'est-à-dire de qui est pauvre et qui ne l'est pas. Enfin, on est en train de parler de ça. On agit un peu comme les curés, vous savez, après la quête, c'est lui qui détermine dans le secret de la confession qui mérite d'avoir un peu de l'argent de la quête et qui ne mérite pas. Et on arrive à des délires complètement hallucinants qui ont défrayé la chronique avec les allocations familiales. Comme on disait avant, c'est le curé qui décide combien tu vas avoir de l'argent de la quête parce que sinon il va aller boire ça au bar. Et ben on arrive à des trucs aujourd'hui, on dit, modernité oblige, et ben si on donne de l'argent aux pauvres, et ben ils vont aller acheter des écrans plasma. La logique qui mène à ces raisonnements-là est la même. Elle est la même, c'est-à-dire que on met en place des personnes qui, en dehors du droit commun, mais en toute légalité, se permettent de décider qui mérite et qui ne mérite pas d'être aidé. C'est ce système-là qui a vécu. Ce système-là qui a vécu parce que je disais tout à l'heure que l'école éduque. Et je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple, je pense que ça parlerait un peu à tout le monde, c'est la cantine scolaire. La cantine scolaire, elle n'est pas gratuite. Parce qu'on considère que la cantine scolaire, c'est fait pour manger. Scoop, non. La cantine scolaire, ce n'est pas que pour manger.
La cantine scolaire, d'ailleurs, c'est peut-être, en dehors des moments de pause, le seul espace de liberté institué dans lequel les élèves peuvent se retrouver pour échanger, réfléchir, construire et se projeter collectivement. Alors, quand on dit ça, moi je vais vous donner 5 bonnes raisons pour rendre la cantine scolaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut argumenter comme ça, il faut devenir des techniciens dans ce pays pour expliquer des trucs un peu sérieux. Le quotient familial, premièrement, on a dit qu'il était subjectif. Donc le quotient familial, ça structure les inégalités, ça ne les combat pas. Deuxièmement, il s'avère que dans notre pays, quand vous êtes classe moyenne, moi j'en fais partie, et que vous êtes dans une fratrie, et ben quand vous mettez bout à bout les dépenses pour la cantine scolaire, en fait le taux d'effort pour participer et payer l'alimentation d'un enfant dans un cadre collectif de cantine scolaire est plus important pour les pauvres et pour les classes moyennes que pour ceux qui payent les tarifications les plus élevées. Donc ça n'a pas de sens. Le taux d'effort n'a pas de sens. Pourtant, c'est y compris ce que, excusez-moi, à gauche, on brandit quand des parents de la FCPE disent « Excusez-moi, votre caution, c'est un peu de la merde », parce qu'en fait, ça fait juste un truc qui est contre-productif par rapport à la situation sociale dans laquelle est notre pays. Parce qu'il y a un appauvrissement des classes moyennes dans notre pays, c'est une réalité, et que le taux d'effort, encore une fois, est plus important pour les gens les plus pauvres et les classes moyennes que pour ceux qui ont les moyens de le payer. Donc c'est un système qui est profondément injuste, parce que technique, et parce que différent selon le territoire dans lequel on habite, et selon la majorité ou la subjectivité des élus en place qui le votent et qui le mettent en place. Une fois que je dis ça, troisième raison, j'ai expliqué tout à l'heure, à la cantine on fait société. Donc quand on fait société dans un lieu qui est un lieu éducatif, on ne met pas un droit d'accès ou un péage pour y aller. Voilà. C'est-à-dire que tous les enfants, quel que soit le revenu des familles, doivent pouvoir manger collectivement, parce que ce n'est pas le quotient familial ou ce n'est pas les revenus des familles qui déterminent la capacité des enfants à travailler ensemble, c'est de les mettre ensemble à égalité, et que quand vous mettez un droit d'accès, ça vaut autant pour les pauvres que pour ceux qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les enfants qui sont pauvres, ce sont les parents. Ce ne sont pas les enfants qui sont riches, ce sont les parents. Et donc on ne peut pas faire porter aux enfants une situation sociale de leurs parents pour faire société, pour débattre, pour élaborer et se projeter collectivement. Je pense que tous les syndicats de lycéens aujourd'hui qui sont dans le camp du progrès portent ça, et nous devons, en tant que parents d'élèves, être à leur côté. Ensuite, donc j'ai expliqué la quatrième raison, qui peut être la première, c'est que c'est un lieu d'éducation. Donc c'est central aussi, parce qu'à la cantine, on apprend à manger correctement, on apprend le goût. C'est là où les gamins qui, par exemple, je prends un exemple, sont sensibles à la souffrance animale, deviennent végétariens, mais qu'à la maison, on leur dit « si tu manges pas ta viande, ça va pas être possible », bon, ça fait un peu souffler quand même. Ça fait un peu souffler parce que c'est un espace, par exemple, pour ces gamins-là, il y en a de plus en plus qui sont sensibles à cette question-là, qui ne sont pas véganes pour autant. Ouais, c'est des gamins normaux. Et ben ils disent putain, au moins au midi, je vais pas avoir mon père ou ma mère qui va me tanner pour manger le poulet aux hormones qu'elle a acheté à 5 € le kilo à Carrefour. Vous voyez, c'est important d'avoir ça, parce que l'école, c'est aussi un moment d'éducation et d'autodétermination des enfants à la liberté alimentaire. Et donc, je prends cet exemple de la bouffe, parce qu'en ce moment, il y a un truc à l'Assemblée nationale là-dessus, parce qu'ils veulent redonner des farines animales aux poulets et aux cochons et tout ça. Là. Donc, c'est un sujet d'actualité. Donc, c'est important de se le dire comme ça, que c'est un moment d'éducation. Et c'est là aussi on apprend à manger avec l'autre. C'est là où on apprend à respecter l'autre sexe. C'est un moment de restauration collective. Et c'est pas la même chose qu'à la maison. Surtout quand à la maison on mange n'importe comment. Putain, excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure qu'on y allait tous à l'école. C'est le seul endroit où on peut être éduqué autrement. Et c'est important de le préserver pour ça. Enfin, la dernière raison, moi j'ai discuté un peu avant de vous dire tout ça avec des fonctionnaires, ou souvent des contractuels. Vous savez, qui font les lettres de relance aux parents, etc. Mais quel temps perdu! Mais quel gâchis de nos impôts de payer des gens pour envoyer un ticket à la maison pour leur réclamer 2, 3, 4 €, 5 €. Ça couvre même pas le prix du timbre. Enfin, en plus, il faut appeler la perception, parce que ça met la perception dans le jeu. C'est-à-dire que quelle inefficacité technique, quel gâchis technocratique, quel gâchis d'intelligence que de mettre des fonctionnaires d'État ou des contractuels ou même des boîtes, quand c'est privé, pour réfléchir à un système pour faire payer les parents dont on sait pertinemment qu'ils n'auront pas les moyens de payer. C'est complètement ubuesque. Et le pire dans tout ça, c'est que quand ces parents-là ne peuvent pas payer, on les oblige à aller voir le maire adjoint, au CCAS ou à l'éducation, ça dépend en fonction des organisations, pour aller prouver qu'ils sont pauvres pour avoir un petit bout de nos impôts locaux.
c'est infantilisant, c'est inefficace, c'est contre-productif et c'est surtout pas ce dont nous avons besoin pour faire en sorte que ce moment éducatif soit un moment qui appartient au bien commun. Il me reste combien de temps ? Parce que tu sais que moi je suis latin, on a parlé des Brésiliens, tout ça, c'est pire, 2 minutes, ok. Alors, quand je dis ça, pour ouvrir le débat, parce que l'important c'est d'échanger, moi je suis pas prof donc j'échange. Le truc c'est que non, c'était une provocation. Le truc c'est que ce qui est important, c'est que l'école doit permettre, à travers ça, à travers la gratuité, on a parlé de la cantine, mais tout ce dont j'ai un peu parlé, qu'on peut tous imaginer, c'est qu'on doit permettre de libérer les enfants des contraintes qui sont liées à la condition sociale des parents. C'est important de se le dire et c'est important de le mettre en œuvre. Parce que en libérant les enfants des contraintes, on a parlé du Brésil, de la Colombie, etc. On est en train de parler de la faim, on est en train de parler de la pauvreté, mais il n'y a pas que ça. C'est que ça permet aussi de permettre aux enfants d'avoir la liberté de penser et de raisonner, libérés de contraintes des parents, qui est un poids pour eux. Il y a plein de parents aujourd'hui qui ne vont pas demander les aides sociales, par exemple au lycée, qui a permis à Blanquer de réduire la facture, parce que les gens, même quand ils sont pauvres, ils ont aussi une dignité, et qui préfèrent ne pas aller demander une aide sociale au CPE ou au chef d'établissement, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont pauvres et que leurs gamins soient stigmatisés, parce qu'on est dans une société comme ça. Donc, une fois qu'on dit ça, libérer les contraintes des financières des parents, libérer la capacité de penser et de raisonner, c'est aussi permettre aux enfants de leur permettre d'user de leur faculté de penser. Et une fois qu'on a dit ça, quand on permet aux enfants d'avoir ces 3 conditions-là, c'est qu'on leur permettra de dire, 1, qu'on les protège, qu'on les aime, et que, in fine, on leur donne les moyens matériels et aussi humains, quand on parle de gratuité de l'instruction, de réfléchir à la cantine ou ailleurs, de élaborer collectivement pour avoir conscience du temps dans lequel ils vivent. Parce que, in fine, excusez-moi, j'ai dit au début en préambule, nous on est un peu foutus parce qu'on a été dans l'école d'avant, donc on reproduit un peu ça, y compris chez nos enfants, et que nos enfants auront la lourde responsabilité de réparer nos erreurs et de sauver le futur dans les conditions dans lesquelles on le lègue. C'est ça l'enjeu de la gratuité et c'est pas autre chose. Merci. Merci. Impeccable, impeccable. Sabine, donc je vais te donner la parole et tu vas revenir sur les enjeux politiques de la gratuité. Merci. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas revenir sur les enjeux politiques de la gratuité, précisément parce que tout ce qu'on a entendu, c'était déjà très politique, à mon sens. Voilà. Et puis, beaucoup des choses que je souhaitais dire ont déjà été balayées par les uns et par les autres. Donc, c'est un peu difficile, cette troisième position, voilà, qui consiste à redire à peu près la même chose. Voilà. Quand même un point quand même, puisque comme le disait Béatrice, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au problème de l'éducation, parce que pour moi l'éducation c'est aussi construire la société de demain, et très rapidement avec des changements, des ruptures fondamentales, ça permettrait de créer une autre manière, des jeunes êtres humains qui effectivement répareront, mais auront d'autres valeurs pour réparer la société qu'on peut leur laisser. Pour moi c'est très important. Mais je dois aussi avouer une deuxième chose, c'est quand on m'a dit, et parce que ça fait partie d'une mesure phare du programme de la France Insoumise, réaffirmer la gratuité pour une école républicaine jusqu'au bout, je me suis dit, mais l'école est gratuite, qu'est-ce qui m'embête, quoi. Enfin, c'est pas la priorité. L'école va si mal, du point de vue de l'institution, complètement détricotée. Je me suis dit, il y a autre chose à faire que parler de la gratuité. Mais précisément, et là je viens de me rendre compte en vous écoutant et en travaillant mon propre texte, que ce sujet de la gratuité, le remettre comme effectivement une vision politique, idéologique déjà du monde, et donc politique, une traduction politique d'une vision idéologique et aussi culturelle donc du monde, eh bien c'est nécessaire. C'est nécessaire non seulement parce qu'il y a encore des coûts réels, comme on le dit, on a été dire, il faut tous les frais scolaires, de fournitures scolaires, les sorties scolaires, tout ce qui fait l'à côté de l'instruction, qui fait partie de l'éducation et qui est payant, et qui a un coût pour les familles
Et j'ai bien aimé cette réflexion sur le quotient familial, c'est-à-dire tu payes plus ou moins cette espèce d'équité. Nous, on parle d'égalité, on ne parle pas d'équité, hein, de réparer ce qui ne va pas dans le monde. On parle de que tout le monde soit traité pareil. Donc c'est gratuit, et c'est tout à fait différent. Donc voilà tous ces sujets qui sont importants parce qu'ils ont à voir avec une vision du monde. Et puis parce que aussi, tous ces à côté qui sont payants font partie effectivement d'une éducation et font la différence. Quand je parle des à côté, je parle des sorties scolaires, je parle de l'activité périscolaire, je parle de tout ça. Et puis par ailleurs, ça a été dit aussi, quand on réfléchit bien, cette école qui est devenue effectivement une école capitaliste, en ce sens que non seulement elle formate les esprits, mais qu'elle a à voir avec la marchandisation du savoir. Et au prorata où on déconstruit et on affaiblit l'école publique, affaiblir l'école publique, c'est par exemple saquer les services d'orientation. Donc, on fait appel à des coachs privés. Affaiblir l'école publique, c'est des professeurs moins bien formés, dans des conditions de travail insupportables, donc qui ne peuvent pas s'occuper de tout le monde à égalité. Donc, cette école publique, il y en a qui ont la possibilité, effectivement, de se payer des cours privés. C'est cette marchandisation du savoir, avec cette idée très capitaliste aussi de la réussite. Comme je veux que mon enfant réussisse, alors je paye des cours privés. Voilà, enfin, il y a toute cette manière de se voir en concurrence les uns les autres, en désarmant d'un côté. Alors, il y a ce problème culturel de la réussite, et en désarmant une école publique qui ne peut pas faire réussir. Et puis, pour citer Paulo Freire, que j'aime beaucoup aussi, ce qu'il disait, lui, c'est qu'il ne s'agit pas de faire progresser des individus, mais de faire progresser une classe. Quand j'ai une classe, bien sûr que chaque élève doit progresser, mais mon souci, c'est de faire progresser une classe. Il y a des tonnes de pédagogie qui sont vraiment au service de cette progression d'un ensemble, une vision de faire progresser tout le monde. Voilà. Et la gratuité a du coup un lien, puisque la gratuité a aussi un coût. Il ne faudra pas l'oublier que ça a un coût. La gratuité, ça a un coût pour quelqu'un. Et effectivement, comme tu disais, Rodrigo, l'État, bien sûr, le budget de l'État augmente, mais au prorata du PIB, il diminue. Il a diminué de 1 point en 10 ans. Donc voilà, au profit effectivement, de services privés pour la réussite des jeunes, etc. Bon, voilà. Donc finalement, à travers la gratuité, je m'aperçois qu'on revient au sujet de l'éducation et du mal-être de l'institution éducative qui est véritablement entaillée. Cette institution qui est l'institution, le mot m'échappe, là, un trou. Vous voyez ce que je veux dire, désossée, abîmée, aussi bien par la condition d'enseignement que par le salaire des enseignants, que par leur formation, etc. Et toutes ces choses qui font partie du programme. Alors, donc, voilà, finalement, ça n'est pas inintéressant de revenir là-dessus. Moi, je vais vite, hein, je fais des synthèses de ce que j'ai écrit, donc je vais avoir fini dans 5 minutes. Voilà. Donc, je vous ai parlé de ça, voilà. Bon. Alors, donc, quand on parle de la gratuité de l'école, il s'agit donc de parler de la gratuité d'une école de qualité, enfin d'une école de qualité avec ce que j'évoquais. Et donc, je parlais de ce choix idéologique. La gratuité est un choix idéologique qui est opposé effectivement à l'idéologie dominante. Et là, je me réfère aussi à un auteur qui a été cité, c'est-à-dire Paul Ariès, hein, qui a beaucoup travaillé sur la gratuité. L'idéologie actuelle, l'idéologie dominante actuelle, c'est que rien n'est gratuit, tout s'achète et tout se vend, car il en a toujours été ainsi. On croit qu'il en a toujours été ainsi, donc voilà, ça se mérite. On est dans ce système de la méritocratie, de l'argent, etc., etc. Donc, il faut rappeler que la gratuité est donc un fait institutionnel. Donc, au moment, donc, dans ce contexte, finalement, où toute idéologie, où on pense que tout se paye, réaffirmer
ce principe républicain de la gratuité semble essentiel. Et il s'agit de rappeler que c'est donc un combat effectivement politique. Donc c'est intéressant c'est intéressant de bien comprendre quand on relit l'histoire de la gratuité de l'école. Vous allez voir, la gratuité de l'école, c'est vraiment une histoire. Hein. Ouais, l'école n'a pas toujours été gratuite, d'ailleurs elle n'a pas toujours été pour tout le monde. Voilà. Donc un principe républicain de la gratuité de l'enseignement qui apparaît dès la Révolution en 1791. Hein, la constituante donc distingue alors deux types d'enseignement, l'un élémentaire qui doit être ouvert à l'autre, mais l'autre qui doit être réservé aux esprits donc les plus éclairés. Il y a quand même déjà le thème de la distinction entre les deux, distinction entre ceux qui doivent avoir accès à une éducation avancée et les autres. Mais d'accord, là ça va mieux. Voilà, ok, d'accord, ok. Ouais. Non, j'enlève pas le masque, moi. C'est un principe, la gratuité, qui a été réaffirmé en 93, mais qui n'a jamais pu être mis en application. Ce n'est qu'au 19e siècle que d'abord les communes mettent en place la gratuité, la loi Guizot, puis la loi Dury, et qui permet effectivement une école gratuite, mais dans le primaire simplement. Le secondaire restant payant pour la bourgeoisie. Donc on hérite aussi de cette école, hein. On hérite aussi de cette vision méritocratique, moi je l'appelle cette vision méritocratique de l'école. Hein. Voilà. Le mérite n'allant pas à celui qui est vraiment méritant, mais à celui qui est issu d'une famille aisée. D'où les reproductions qu'on constate 200 ans, 300 ans après, donc après évidemment la création de l'école gratuite. C'est intéressant. Il y a aussi l'exclusion des filles. Oui, il y a aussi l'exclusion des filles. Oui, il y a toutes sortes d'exclusions. Les filles, les riches. Oui, même si elles avaient leurs écoles à elles. Enfin, bon. Oui, tout à fait. Je dis ça parce que c'est qu'en 1924, donc pendant le cartel des gauches, par exemple, pour vous dire, cartel des gauches, 1924, qu'on ouvre la gratuité aux élèves des établissements du secondaire. Donc c'est vraiment un projet politique. Et après, en 1930-31, c'est progressivement tout le secondaire qui s'ouvre gratuitement. Donc on est vraiment dans une ambiance politique qui fait que l'ensemble du secondaire, la 6e, la 5e, la 4e, progressivement, d'année en année, deviennent gratuites. Enfin, je veux dire, parce que des fois, on prend pour argent comptant ce qu'on a, mais il faut bien savoir que ça ne l'était pas. Et de la même manière, il faut bien savoir que ça pourra ne plus l'être. Preuve en est, en 1941, sous Vichy, la gratuité de l'enseignement secondaire est supprimée. Vous voyez, c'est gratuité, ouverture à tout le monde. C'est vraiment des choix politiques. Voilà. Et en 51, après, non plutôt, en tout cas, cette gratuité du secondaire est rétablie à la Libération. Elle est mise, comme tu l'as rappelé, donc Béatrice, dans la Constitution. Voilà, elle est étendue dans la Constitution, ça devient. Elle est étendue dans la Constitution aux classes préparatoires et aussi à l'enseignement supérieur. Voilà. Avec l'enseignement supérieur avec des frais. Donc, on voit bien que c'est un projet de justice sociale. C'est un projet donc d'égalité, donc un projet républicain d'égalité pour la justice sociale. Mais on sait bien que les principes républicains sont fragiles. Il faut non seulement les conquérir, parce que liberté, égalité, fraternité, c'est pas comme disait une jeune élève d'ailleurs, ça n'est pas toujours des principes qui sont vécus. Ils sont souvent affichés, mais pas vécus, d'une part. Et il faut les pousser plus loin. Il faut leur donner beaucoup plus de réalité. Et ils sont actuellement fragilisés. Ils sont actuellement fragilisés. Et excusez-moi, je fais une parenthèse, mais je vois passer des lois actuellement au Parlement, enfin justement, notamment celle qui est censée réaffirmer les principes républicains, qui les bafouent les uns après les autres. C'est-à-dire,
avec cette habileté qu'a ce gouvernement de faire des lois au titre ronflant pour faire exactement l'inverse. On pourrait parler de l'école de la confiance, on pourrait parler de la réussite de tous les étudiants, etc., qui sont autant de titres mensongers, hein, et qui finalement rognent en vérité tout l'inverse. C'est encore plus vrai donc pour cette loi qui réaffirme les principes républicains et qui en fait les affaiblissent les uns derrière les autres. Voilà. Donc cette marche vers la gratuité, c'est une marche, hein, on l'a vu dans l'histoire, elle s'est construite et eh bien, à l'heure actuelle, hein, dans cette période historique, on va dire, il me semble nécessaire d'avoir à nouveau ce combat, puisque, comme on l'a vu, le capitalisme rentre non seulement dans les esprits, dans la culture de cette réussite, etc., de cette compétition de tous entre tous, qui gagne l'école, qui gagne en effet même la culture des enseignants. Permettez-moi de vous raconter une anecdote. Il y a encore une autre. Un enseignant disait à ma fille, il y a déjà 10 ans, hein, parce qu'elle est grande maintenant, oui, mais si vous ne travaillez pas bien à la classe, eh bien, vous ne serez pas les dirigeants, vous serez les caissières. Mais moi, c'est un prof d'histoire qui a dit ça. Ça interroge sur la culture de ce prof d'histoire. Est-il prof d'histoire pour être dirigeant, chef, ou est-il prof d'histoire parce qu'il aime l'histoire? Voilà. Donc, véhiculer cette carotte et ce bâton, hein, en cours d'histoire pour que les élèves travaillent, vous voyez que on est rentré dans une autre culture, hein. C'est la raison pour laquelle la gratuité pour tous et de l'éducation au-delà de ce qui existe maintenant est véritablement nécessaire. Pour finir, je dirais donc, ou en tout cas pour reprendre ce que j'ai dit en introduction, deux choses. C'est gratuit. Là, je reprends des propos de Paul Ariès. Tout n'est pas gratuit. Tout n'est pas gratuit dans ce monde. Mais pourquoi l'éducation est gratuite? Parce que l'éducation est un droit. Donc si c'est un droit, et si c'est même une obligation, comme ça l'est, ça doit être gratuit. C'est parce que c'est un droit et parce que c'est une obligation que ça doit être gratuit. Voilà. Et pourquoi on décide que c'est un droit et pourquoi on décide que c'est une obligation? Enfin, je veux dire, on pourrait se demander, après tout. À un moment donné, on pourrait dire, comme il se crée actuellement, des écoles pour les pauvres et des écoles pour les riches. Des sous-écoles, d'ailleurs, attendez, Monsieur Blanquer, et là, il est capable de prendre, comme il n'a pas assez de professeurs bien payés, il est capable de prendre des animateurs parce qu'il n'y a pas assez de professeurs remplaçants. Donc, en vérité, l'école d'éducation nationale devient une garderie, Monsieur Blanquer. Oui, comme ça dégrade aussi bien les animateurs que les enseignants. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas grave du moment qu'il y a des gens qui gardent les enfants. Vous voyez comment petit à petit, on affaiblit, on manque d'exigence, on baisse le niveau général par manque d'exigence, par manque de conditions de travail. Oui, bah c'est non, mais bon, oui, non. Ouais. Alors justement, donc c'est ce que je. Ouais. On n'entend pas, je passerai le micro. Donc, je vous donnerai la voilà. parole. Évidemment, le mouvement de marchandisation du savoir, cette paupérisation, comment il appelle ça, cette prolétarisation du métier d'enseignant, cette méconnaissance du haut niveau de formation que ça exige, etc. Bien sûr que c'est pas Blanquer. Blanquer tape sur le clou. Voilà, Blanquer est capable de prendre des animateurs à la place d'enseignants parce qu'il n'y a plus assez d'enseignants, parce que on ne trouve plus d'enseignants, parce qu'ils ne veulent pas enseigner dans ces conditions-là. Enfin là, c'est le cercle vicieux, hein. On détricote un service public, du coup il devient nul, on va dans un service public, dans un service privé où on paye, c'est quand même de 150 à 900 € une école privée, hein. Tout le monde ne peut pas se le permettre, même si de plus en plus de gens, y compris les classes moyennes, y vont. Voilà. Donc,
on est dans ce cercle-là de marchandisation du savoir et de privatisation de l'enseignement. Donc, réaffirmer la gratuité pour tous, c'est dans ce contexte-là nécessaire. Je disais gratuité parce que c'est obligatoire. Et c'est obligatoire pourquoi ? Pourquoi c'est obligatoire ? Parce qu'effectivement, derrière la gratuité, comme il a été dit, c'est gratuit et du coup j'en profite, etc. Mais c'est parce que nous avons socialement besoin de gens formés, émancipés, de citoyens. La société a besoin de citoyens. Et nous avons besoin d'une jeunesse qui doit construire ce monde, qui doit être profondément éduquée. C'est pas gratuit parce que comme ça on ne sait pas quoi faire, parce que ça répond à une nécessité de tous, une nécessité sociale, une nécessité humaine. Nous avons besoin de cette humanité qui prendra son destin en main, qui a beaucoup de choses à traiter. Nous avons besoin de cette humanité qui devra inventer ce monde. Donc nous avons besoin qu'elle soit tout à fait émancipée. Voilà, nous avons besoin de tout ça, donc qui intègre son histoire pour pouvoir en écrire une autre. Et non pas de prolonger cette école. Donc voilà, c'est gratuit parce que nous en avons impérativement besoin de cette jeunesse, toute cette jeunesse émancipée. Voilà. Je disais donc que ça a un coût. Ça a un coût. Et là, c'est la plus politique et c'est plus la Sabine Rubin qui est à la commission des finances. C'est que ce coût-là, eh bien, nous allons le budgéter. Nous allons budgéter combien coûterait. Nous allons budgéter combien coûterait une école publique de qualité, c'est-à-dire avec des professeurs mieux formés, des professeurs mieux payés, avec des conditions de travail, moins d'élèves par classe, ça veut dire plus de professeurs, etc. Tout ça, c'est dans le programme. Ça a un coût, il faut le budgéter, il faut en faire une priorité. De l'argent, il y en a, je sais où on peut le trouver, c'est très facile. Vous pourrez aller voir d'autres stands. Donc, la gratuité a un coût et il faut donc que collectivement, la collectivité, le social, le prenne en charge. Voilà, je vous remercie. Merci Sabine. Alors, je vous propose de prendre la parole. Vous avez vu, il reste pas tant de temps que ça, donc peut-être que vos interventions peuvent être condensées, synthétisées, pour permettre ensuite d'échanger avec nos intervenants. Alors, on va alterner les paroles entre hommes et femmes. Je vais commencer ici. Oui, bonjour et merci à tous les intervenants. Moi, j'ai deux questions concernant la gratuité notamment de l'enseignement supérieur et de toutes les lois qui ont été faites par ce gouvernement au niveau justement de l'enseignement supérieur avec M. Blanquer et Mme Vidal. Voilà, première question. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer justement avec toutes ces lois qui augmentent les frais d'université pour les jeunes? Voilà. Et deuxième question, je ne me rappelle plus, j'avais noté, je ne me rappelle plus du tout. Non, je ne me rappelle plus. Voilà, j'ai que cette question-là. Voilà. Merci. Je vais prendre une deuxième question voilà, ici, et puis deux autres. Alors je vais tenter de ne pas trop m'échapper du sujet du débat, parce que la gratuité, c'est essentiel, je l'admets parfaitement. Mais la gratuité s'applique à une éducation qui coûte un certain, notamment par rapport au matériel, aux documents, aux livres et tout ça. Et tout ça, ça correspond à un système éducatif qui a été élaboré depuis un certain temps, mais comment dire, qui a une certaine rigidité, c'est-à-dire qu'on s'applique à des manuels, à des circuits et un programme national. Et l'idée, en fait, c'est comment respecter aussi la liberté, comment dire. Je vais résumer rapidement. J'ai un enfant qui est en école alternative. Pourquoi? Parce qu'en fait, on souhaite aussi une créativité locale. On ne veut pas obéir forcément à une rigidité qui s'applique à toute une classe d'âge donnée pour un niveau donné, quoi. Et en fait, ça n'a pas forcément le même coût de pouvoir s'adapter. On peut croire que ça va être plus cher parce que moi, je paye pour les enseignants qui travaillent pour mes enfants. Et je suis pourtant au RSA. Je suis pas, voilà. Le coût du matériel éducatif de l'éducation nationale coûte très cher.
le numérique coûte très cher. Est-ce que c'est efficace tout ça? Donc la gratuité, d'accord, mais il faut aussi réfléchir à toute la méthodologie éducative. Et je pense que c'est très très important, quoi, parce que et pour l'idée, les écoles alternatives qui sont très peu, dont on ne tient pas trop compte, et voir qu'on décrit pour leur éventuelle dérive, voilà, peuvent servir de laboratoire pour le système éducatif à venir, parce que c'est des centaines d'expériences sur le territoire, de quelques individus qui cherchent, qui recréent des choses, quoi. Et il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Et on verra que ce n'est pas si cher de ça à appliquer, quoi. Bonjour, moi je vais faire court. C'est juste une petite suggestion bienveillante. Moi j'en ai un petit peu marre quand j'entends parler de l'école, quels que soient les intervenants, enfin l'école, des établissements scolaires, de l'enseignement, etc. Que ce soit le ministre, que ce soit les chefs d'établissement, que ce soit des journalistes, que ce soit des intervenants d'où qu'ils soient, hein, des fédérations de parents d'élèves, de n'entendre parler que des enseignants, que des profs. D'accord? Quand on lit les circulaires, quand on lit les trucs, etc. Bon, pour faire tourner un établissement scolaire, il faut plus de monde. Alors, je vais mettre de côté le personnel région, je pourrais en parler, etc. Bon, parce que là, on va parler enseignement, enfin, on parle d'éducation nationale. Parce que les CPE, les COP, les AESH, les assistants d'éducation, qu'est-ce que j'oublie, etc. Et ça interroge aussi le thème d'aujourd'hui, faut-il que l'école soit complètement gratuite, d'accord, sont confrontés aux apprentissages, aux difficultés des enfants de pauvres, ok, et à la ségrégation sociale, qui ne fait que augmenter. D'accord? Donc ce serait quand même vachement bien qu'on dise les personnels, voilà, les enseignants, les personnels et les autres personnels. Pardon. Et peut-être une dernière question. Voilà. En fait, ça rejoint un tout petit peu l'intervention précédente. Je me permets juste d'étendre le sujet. Moi-même, je suis AESH. Bon, je vais pas m'étendre sur nos conditions. Sabine Rubin n'y est pas insensible et je le remercie d'ailleurs. Moi-même, je mène ces combats. Je suis délégué CGT éducation dans le Rhône. J'étends juste le sujet par rapport à la gratuité. Parce qu'il en coûte aussi pour les élèves en situation de handicap concernant le matériel, les ordinateurs pour les dyslexiques, les fauteuils roulants. Enfin, c'est quand même un sacré coût et ça touche aussi. Enfin, ça touche le handicap, ça touche quand même toutes les classes sociales. Voilà, c'était juste ça. Je vous laisse intervenir chacun votre tour. J'interviens très rapidement en 3 phrases pour 3 réponses. Concernant les frais d'inscription qui augmentent à l'université, ou qui augmentent à l'université. Mais écoutez, il faut changer de... Voilà, je veux dire, la solution, c'est on ne vote pas pour ces gens-là, quoi. Voilà. Moi, je n'ai pas d'autre réponse. Concernant les pédagogies et les écoles alternatives, je me souviens d'une phrase d'une dame dont j'aime beaucoup les petits écrits, qui était une directrice qui a été formée à l'école Freinet. Je l'ai interrogée il y a déjà 3 ans, hein, dans le cadre de mes missions, et j'ai retenu cette phrase. Elle dit « La pédagogie est politique. Le choix pédagogique, c'est un choix politique. » On se souvient de la méthode Freinet. Freinet a inventé une pédagogie du collectif après la guerre, etc. Donc, la pédagogie, choisir Freinet, choisir Montessori, choisir je ne sais encore, c'est politique. Bon, et voilà. Et quand on dit de bien former les enseignants, on dit de bien former les enseignants à toutes les pédagogies. Et on doit aussi définir, effectivement, est-ce qu'on fait progresser une classe sociale ou est-ce qu'on fait progresser des individus? Tout ça, ce sont des débats très politiques. Et je pense que le cadre national doit permettre, ne doit pas empêcher la diversité. Voilà. Ceci dit, la gratuité, néanmoins, et le choix. Et bien sûr, je suis sensible à tout ce qui concerne la vie scolaire. Un établissement scolaire, c'est toute sa vie. Hein.
les CPE, les AESH, les AED, que sais-je encore, etc., les assistants pédagogiques. C'est une vie. Plus il y a d'adultes, et il faut des adultes parce que les enfants sont complètement déboussolés, et des adultes qualifiés, pas des gardes-chourmes. Voilà. Hein. C'est pour ça que j'étais excédée quand ils me mettent des animateurs à la place d'autres choses, parce que les animateurs, c'est aussi un grand métier. S'occuper des enfants, s'occuper des jeunes, c'est un métier. On ne forme pas des gens comme ça, et voilà. Et au contraire, pour moi, c'est toutes les professions qui font le style de vie, le cadre de vie d'un établissement scolaire. Hein. On parle de la vie scolaire, hein, et pour moi, c'est en effet très important. D'ailleurs, dans notre département, le département où je suis élu, dans 93, j'ai refait un budget de ce qu'il conviendrait d'avoir à minimum sur la base des revendications syndicales, et ça inclut particulièrement tout ce qui est de la vie scolaire, évidemment. Voilà. Oui, sur les diverses questions, je partage tout à fait ton point de vue, et en particulier le fait que c'est politique, tout ça, effectivement. Alors, sur en particulier la question école alternative et, en définitive, complémentarité avec une transformation du service public d'éducation. C'est un peu dans ce sens-là que je le prendrai. Je suis sensible à ce que tu dis, que ça peut être en définitive un laboratoire d'expérimentation. Par contre, moi je constate quand même que sous le terme école alternative, j'ai envie de dire, il y a le meilleur et il y a le pire, quoi, si je puis dire. C'est très, très divers pour le coup. Et justement, je prendrais l'exemple que tu prenais pour freiner, parce que c'est une anecdote, mais j'avais été surpris il y a quelques années de regarder la publicité d'une grande école de commerce, et qui, parmi les atouts qu'elle faisait valoir, il y avait bien sûr le réseau des entreprises, patati patata, mais le deuxième truc, c'était « et nous appliquons les méthodes freinées ». C'était extraordinaire, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ça voulait dire que c'était l'autonomie, mais prise au sens la débrouillardise, la capacité à se débrouiller sur le marché actuel pour effectivement être créatif, mais dans le sens de concurrence maximum et écraser le voisin. Donc c'est pour ça que je dis effectivement, la question pédagogique, elle doit être repensée à l'aune d'une problématique politique. Pour notre part, on va plutôt dans le sens, du point de vue de nos propositions, du développement de ce qu'on appelle des pédagogies coopératives. Alors, ça inclut freiner, mais pas que, la pédagogie institutionnelle, il y a un tas de choses. Et de l'autre, on souhaite avoir une réflexion sur ce que pourrait être ce qu'on appelle un autogouvernement de l'école. C'est-à-dire dans le sens que l'un des grands problèmes actuels, c'est effectivement la marchandisation, effectivement, mais c'est aussi une extrême bureaucratie là-dedans, et qui laisse très peu de souffle, très peu de possibilités à la fois aux enseignants, aux élèves, aux parents. Donc de ce point de vue-là, il y a des réflexions sur lesquelles il faut, je crois, enfin des expériences sur lesquelles il faut réfléchir, soit des expériences historiques, hein, y compris, je ne remonte pas, mais Paul Ariès m'y fait penser, puisqu'il y a tout un livre plus ancien où il parle des premières années de la Révolution russe. C'est extraordinaire, mais il raconte l'extraordinaire créativité dans les premières années du point de vue de l'école. Et par ailleurs, il y a toutes les expériences des lycées expérimentaux. Alors tout n'est pas bon, tout n'est pas à prendre, mais alors pour moi, c'est pas, si tu veux, contradictoire avec un service public de l'éducation transformé, mais dans lequel il y aurait beaucoup plus de liberté et d'initiative dans ce sens-là. Pour le reste, moi je dirais effectivement, l'enseignement supérieur aujourd'hui, oui, c'est un très gros problème au sens où, là, encore moins qu'ailleurs, l'école n'est gratuite. Et quand on voit par exemple l'explosion des écoles de commerce, et qui vendent quand même, là aussi, c'est pas forcément le meilleur. Hein. Ouais. Et là, il y a de la com, il y a le fric, etc. etc. Et l'expression concours, enfin, tout ce phénomène dans le supérieur a littéralement explosé. Mais d'une certaine façon, malheureusement, je le lis un peu comme un signe avant-coureur de ce qui risque d'arriver au reste du système éducatif si on n'est pas suffisamment vigilant et suffisamment combatif sur ce terrain-là. Et tout à fait d'accord, effectivement, avec le fait que c'est l'ensemble du personnel éducatif aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas que les enseignants, il y a cette complémentarité, cette professionnalité à respecter, parce qu'aujourd'hui, elle est bafouée dans tous les sens. On a l'impression que tout le monde peut faire tout. Non, on peut faire des choses ensemble et en coopérant, mais en respectant les professionnalités de chacun. Je sais que syndicalement, à un moment donné, c'est pas pour faire de la publicité pour un syndicat particulier, mais on avait cette expression vis-à-vis des personnels TOS, on disait « ils font battre le cœur de l'école ».
Et alors l'expression elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois qu'on pourrait l'appliquer à des tas de personnel et cette complémentarité, à mon avis, l'important effectivement, c'est la densité éducative qu'il y a pour répondre à tous les besoins éducatifs. Merci beaucoup. Alors, bon, d'abord, il y a des, comme on l'a dit, il y a des pédagogies alternatives aussi à l'école publique, hein. C'est la liberté pédagogique et il y a plein de profs qui sont là-dedans, il faut se le dire aussi. Après, des fois, c'est un peu dur avec certaines écoles, mais il y a un projet d'école aussi. Il y a un projet d'école où il y a une équipe pédagogique avec. Et moi, je n'oppose pas les personnels, hein, si c'est qu'on se comprenne bien. Et, d'ailleurs, en général, vous êtes les premières lignes dans l'école, donc on va se mettre à l'aise aussi. Le truc, c'est que quand un projet pédagogique dans une école n'est pas dans des pédagogies alternatives, et quand vous avez des parents qui sont aussi des pédagogues, parce que c'est avec ça qu'on éduque nos enfants, et ben là, ça peut être... Non, la question, c'est, comme on disait, que ça ne vienne pas un conflit. Et c'est souvent quand il y a un conflit ou un malentendu, ou que le parent pense à tort que les adultes auxquels il va donner son enfant vont faire n'importe quoi avec lui, qu'on cherche une solution. Mais comme on dit, c'est pas tout le temps la meilleure. La question pour nous, en tant que parents d'élèves du service public, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble pour que l'école ne devienne pas un lieu de souffrance pour l'enfant et que les enseignants écoutent les parents, que les parents écoutent et respectent les enseignants aussi, parce qu'on a dit, enseigner c'est un métier, c'est une lapalissade, mais on va se dire tranquillement, et qu'on puisse construire ensemble. Parce que la question, c'est pas d'opposer les enfants. Pour ça, je rebondis sur la question de handicap. Aujourd'hui, avoir un gamin qui, en plus, il n'est même pas handicapé, il est juste un peu différent. Parce que, alors, on a un handicap, qu'on est en fauteuil roulant et qu'on doit courir le 100 mètres avec Usain Bolt, ok, d'accord. Mais rien n'empêche que cet enfant, il parte un peu plus tôt et qu'ils arrivent ensemble à la ligne d'arrivée. Alors, ce que je dis là, c'est des images caricaturales, hyper pathos, qu'on peut retrouver sur Facebook, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des enfants qui sont porteurs de handicap avec des adultes formés, payés correctement, et que les enfants aient accès, ce que j'expliquais tout à l'heure, des outils pédagogiques et d'éducation qui sont nécessaires, que ce soit un fauteuil roulant, des lunettes adaptées, tout ça, fait qu'on peut arriver à une société où on arrive à se comprendre, où on arrive à faire coopérer des enfants qui, il y a 20 ans, ne coopéraient pas entre eux. Pire, ils se rejetaient entre eux. Et c'est ça l'enjeu. Donc, une fois que je dis ça, et ça me permet d'étendre sur le supérieur, on a un vrai problème dans ce pays, c'est que les adultes que nous sommes, peut-être pas ici, hein, mais en général, moi je parle en termes de masse, on n'arrive pas à comprendre que le métier d'un étudiant, son travail, c'est d'étudier. Voilà. Quand on va à la fac, quand on va dans le pro, parce que c'est une école aussi qui oppose la main et l'intellect. On est dans une école comme ça, où les élèves qui ont les moins bonnes notes, on les fout dans le pro, parce qu'il faut s'en débarrasser. Nous, on appelle ça, dans notre jargon FCPE, les enfants patates chaudes. C'est-à-dire que tout le monde essaie de s'en débarrasser le plus vite possible. En général, c'est les gamins, parce qu'ils ne se trouvent pas à l'aise, ils font chier tout le monde. Donc, on n'arrive pas à réagir parce qu'un prof qui a 36 mômes au lycée, dont il y en a 2 ou 3 qu'ils n'arrivent pas à gérer, on les met dans le... C'est une réalité, ce qu'on raconte. Moi, j'ai plein de parents et plein d'enseignants qui me font état, non pas de leur soumission à ça, mais de leur réelle souffrance. Parce que le système éducatif n'est pas construit pour ces enfants-là. Et quand on prend l'image d'Épinal de l'université, on arrive à des enfants, des étudiants, qui, alors qu'ils doivent aller étudier, c'est leur travail, on leur oblige à prendre un petit boulot chez McDo, etc., pour prendre encore la caricature, pour payer le droit de faire leur travail. C'est un drôle de truc. C'est un drôle de truc que de ne pas donner les moyens à tous les étudiants et les étudiantes de pouvoir aller à l'université, en BTS, en IUT, au CAP, au BEP, au lycée, au collège, à la maternelle, au privé et au primaire, sans se poser la question de comment je vais bouffer à la fin du mois, comment je vais avoir un toit au-dessus de la tête. C'est un drôle de truc. C'est pas comme ça dans tous les pays. Donc, quand je dis ça, que le métier d'un étudiant, c'est d'étudier, ça veut dire qu'il faut que oui, les étudiants aient un salaire, un revenu contributif, parce qu'ils contribuent à la société pour pouvoir faire leur travail. Tout simplement. Je dis ça parce qu'il y a aussi des lycéens qui doivent aller bosser pour pouvoir vivre. Notamment en terminale, etc. Et même des mineurs, avec l'autorisation des parents ou de leur tutelle. On est dans un système de fou. On est dans un système de fou qui fait que, en fait, quand on n'a pas les moyens de poursuivre ses études, et en particulier quand on est une femme, on arrête les études et on choisit par exemple... Pardonnez-moi d'être caricatural, mais j'en connais plein des bons comme ça. Et je connais plein aussi de nanas avec qui j'ai été
à l'école moi-même qui préfèrent faire infirmière plutôt que de faire médecin parce que c'est trop cher et qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Je connais plein de nanas aussi où les parents les balancent dans des métiers professionnels rapides parce qu'ils veulent que l'école soit bankable. C'est-à-dire que les nanas, on ne leur donne pas les moyens de poursuivre leurs études parce qu'on sait que dans notre société, les métiers qu'elles vont faire rapportent moins à la maison et donc il faut les mettre dans des voies professionnelles le plus rapides et les empêcher de faire des filières longues qui sont plus coûteuses qu'eux. Après tout, c'est que des nanas. C'est ça la société dans laquelle on est. Et c'est ça l'école qu'on connaît. Donc une fois que je vous dis ça, ouais, aujourd'hui les rigidités dont on parle, je pense que c'est avant tout des rigidités culturelles, des rigidités de conception, y compris genrées auxquelles je fais état, mais aussi quand tu l'étends à la question du handicap, à la question de toutes les populations dans notre pays qui souffrent une discrimination. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut apprendre aux enfants le droit et la philosophie dès la maternelle, alors évidemment avec des pédagogies adaptées, parce que c'est la façon dont nos enfants auront la capacité et les outils pour pouvoir réfléchir sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils veulent, et permettre de se projeter autrement que les conneries que nous on a fait et auxquelles on n'arrive pas à échapper. Donc je conclurai sur un truc tout simple, c'est que à l'école, c'est un service public super particulier. Parce que là, en plus, on est en pandémie, donc on va se le dire tranquillement. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit sur la fiche de Blanquer ou pas, quand on est malade, la sécurité sociale permet de prendre en charge tout le monde au niveau des soins avec la mutualisation et la collectivité de l'impôt. Il n'y a qu'à l'école, qui est un service public d'intérêt général, qui est traité moins bien que notre santé. C'est un truc bizarre. Et ben moi je dis qu'un service public en République, de l'école, doit être régi par les mêmes règles de répartition parce que c'est l'intérêt général dont nous partons, c'est le droit commun que nous élaborons, c'est la République que nous défendons que le service public de soins et d'hôpitaux de France. Indépendamment de notre condition sociale, on doit avoir accès à la même école, aux mêmes soins, à la même culture. Et c'est aujourd'hui cela, c'est qu'il y a un plan de rattrapage nécessaire parce qu'il y a des inégalités qui se sont creusées par exemple avec les déserts médicaux dans la ruralité et qu'il y a aussi des déserts scolaires qui se sont creusés parce que oui, il y a des territoires dans notre pays où il y a des élus de la République qui préfèrent encourager et créer les conditions d'avoir des écoles privées confessionnelles plutôt que des écoles publiques dont je rappelle, ce sont les seules écoles qui sont 100% laïques dans notre pays. Il nous reste encore quelques minutes, donc je vais reprendre un tour de parole rapide. Il faudrait qu'il y ait des femmes qui lèvent la main également. Donc je vais commencer par là. Et puis, Oui, alors j'avais un... c'est les cheveux, c'est ça. J'avais un témoignage et une question. Ma question, c'est que tout à l'heure, j'ai entendu parler du quotient familial comme étant une mauvaise chose. Dans la commune où je suis, il y a un quotient familial avec je ne sais pas combien de tranches. En l'occurrence, chaque tranche est faite pour que la cantine revienne au même prix pour chaque tranche. Et à la limite, à part ceux qui sont dans les tranches supérieures, qui sont plus du coup comptabilisés, pour qui effectivement c'est favorisant, pour les autres, c'est censé être le cas. Parce que sinon, en fait, pour moi, avec la rhétorique contraire, ça veut dire que tout le monde doit être à égalité. Donc, par exemple, on paye tous la même quantité d'impôts parce qu'on doit être tous à égalité. Non, on paye en fonction de nos moyens. Pour moi, le quotient familial est censé répondre à cette question. La remarque, sinon, j'ai assez peu entendu parler, on a un petit peu entendu parler dans les réponses, là, mais de l'école privée qui pompe quand même une quantité d'argent assez phénoménale à l'État. Il y a des grandes disparités, là, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, mais quand on va à l'école, au collège, au lycée dans le 93, moi je suis enseignant en REP depuis plus de 15 ans, donc une réalité que je connais, on a pas cours de maths, d'histoire, géo pendant 1 mois, 2 mois, parce qu'on ne trouve pas de remplaçants, etc. Donc avant même la gratuité, il y a déjà de quelle école on parle, quoi. Et puis accessoirement, s'il y a possibilité de mettre son enfant dans le privé, moi je fais les lois, je suis riche, mon enfant est dans le privé, je suis pas concerné par les conséquences de ce que je vais voter, donc quelque part ça m'intéresse pas, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a l'argent à trouver, effectivement, oui, je pense qu'il y en a. Moi, je voulais juste apporter un petit témoignage. Alors, je suis élue dans des écoles, collèges, lycées depuis une bonne vingtaine d'années. Et je voulais parler des fonds sociaux des collèges, par exemple.
J'ai vu et entendu des choses sur les parents qui méritent, qui prouvent que les parents ont toute leur place aussi dans ces fonds sociaux pour défendre un petit peu les parents, ce qui est notre rôle aussi. Et en fait, on essaye de nous virer justement de ces fonds sociaux. Sous prétexte que comme ça ils peuvent le convoquer à 13h, les parents ne sont pas toujours là. Voilà, alors on demande aussi aux parents, alors il y a enquête sociale, il y a l'assistante sociale qui vient, on demande aux parents de remplir des dossiers en mettant tous leurs revenus pour leur donner royalement 20 € pour un voyage scolaire ou payer une partie de la cantine. Voilà. Et le deuxième témoignage, c'était une année, en fait, ils ont voulu passer au tout Internet pour les demandes de bourse départementales et en fait, en disant aux parents, vous pouvez venir, si vous n'avez pas Internet, vous pouvez venir remplir au collège. Sauf que je la connais, c'était dans mon collège, je connais bien la secrétaire qui peut parfois être un petit peu méprisante dans la façon dont elle reçoit les parents. Résultat, 50% de demandes de bourse de moins, mais pas seulement dans notre collège, dans tout le département. Donc on est monté au créneau là-dessus, les parents, en disant « Ouh !» C'est les assistantes sociales aussi qui nous ont tiré la sonnette d'alarme. Et l'année d'après, on est revenu au formulaire papier. Mais voilà, quand on parlait aussi de mépris, de ce que les parents vivent au jour le jour et l'aide qu'on essaye de leur apporter, franchement, ils s'en prennent plein la gueule, quoi. Est-ce que vous voulez réagir à une de ces deux questions? Donc alors, Sabine, et puis ensuite... en fait... J'ai réagi et je conclus. Je réagis sur, mais Rodrigo, ça s'exprimera un peu mieux probablement sur quotient familial, gratuité. Vous avez raison, en effet, le quotient familial, c'est une espèce de justice sociale par l'équité. Voilà. La gratuité, c'est l'égalité. Équité, égalité, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la gratuité, c'est-à-dire c'est gratuit, on a besoin que les enfants aillent à l'école, ils ont besoin de manger, donc ils mangent. Voilà. Tandis que l'équité, c'est un peu toujours régulé. Alors j'entends bien qu'il va falloir... réguler par exemple les impôts que les plus pauvres payent, les plus riches, etc. D'accord. Mais si c'est gratuit, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de réguler. Voilà, c'était un peu, je crois, l'idée. Mais Rodrigo répondra. Vous avez raison. Précisément, par exemple, vous avez raison sur le sujet de l'école particulièrement déshabillée, manque de moyens, etc. Et notamment dans les ZEP et dans les REP. Je suis élu du 93. Dans le 93, vous avez peut-être vu ce rapport, le plus bien doté des établissements du 93 est moins bien doté que le moins bien doté et moins bien doté que le plus doté des établissements parisiens. Donc on ne demande même pas, l'équité, on demande l'égalité. L'égalité. On ne demande pas, attendez, nous on a des gens qui ne travaillent pas bien, des problèmes sociaux, donnez-nous... Non, on demande l'égalité de moyens. D'accord ? Voilà. Et cette égalité de moyens, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, des profs débutants, des ci, des là, etc. Bon, bref, pour toutes ces raisons, ça coûte moins cher en banlieue, alors que les gens le fuient, etc. Donc on demande effectivement cette égalité de moyens. Et peut-être, et probablement, une équité. Voilà. Ça interroge la carte... Mais ça interroge la carte scolaire, ça interroge beaucoup de choses. Voilà. On est d'accord. Là, il faudra un peu d'équité probablement pour commencer. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà, ça c'était la deuxième réponse. Enfin, pour les fonds sociaux qui ont diminué sur le budget. Ils ont diminué sur le budget de l'État. Je vois Béatrice, c'est elle qui nous fait les fiches, alors donc elle est encore plus au courant que nous. Et donc ils ont diminué. Je me souviens d'une des collègues députés de En Marche qui disait on les a diminués parce que les gens ne les utilisent pas. C'est sûr que sans assistante sociale, avec des proviseurs des directions complètement débordés, ils ne les utilisent pas. Ils restent dans les caisses. Non, franchement. Bon, voilà. C'est une anecdote. Oui, alors je clôt, parce que je ne reprendrai plus la parole, parce qu'il faut terminer. Je trouve très intéressant, je vous dis, je suis venu à reculons sur le thème de la gratuité. Je vois qu'on retombe toujours sur ces mêmes... on retombe toujours sur les grands problèmes qui concernent notre institution. Réaffirmer la gratuité, c'est vraiment finalement, me semble-t-il, une nécessité politique urgente à l'heure actuelle, concernant l'éducation, concernant aussi la santé d'ailleurs.
parce qu'on a besoin de gens éduqués et en bonne santé dans notre société. Voilà. Hein, voilà. Alors, c'est pas une réponse, hein, c'est un choix politique, hein, donc qui nous sépare, mais je vais essayer de te convaincre et puis tu vas essayer de me convaincre. Le truc, c'est, puisque tu parles de la Seine-Saint-Denis, bon, c'est un territoire que je connais assez bien. Il y a pire, hein, il y a Mayotte. Là-bas, il n'y a pas de cantine scolaire. Voilà. Donc je pense que la question, c'est pas d'opposer les souffrances, c'est pas d'opposer les inégalités, c'est comment est-ce qu'on rend l'égalité d'accès à la cantine scolaire partout sur le territoire national, et c'est pas le cas. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, pour revenir sur la question purement quotient familial. En Seine-Saint-Denis, il y a, pour ceux qui connaissent un peu, mais les villes parlent un peu, le Bourget, Duny, Drancy, Saint-Denis, j'en oublie une ou deux, où la cantine est gratuite. Les autres, non. Des autres, il y a même des villes qui pratiquent un seul prix pour tout le monde. Donc la question de l'égalité de traitement d'accès à un service public, en fait, c'est pas une réalité. Et en plus, ça pénalise les pauvres de façon réelle. Par exemple, il y a une étude qui a été faite par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui indique que ce sont dans les collèges, dans les cités, où les enfants vont le moins à la cantine. Et parmi eux, les plus pauvres. Parce que ce sont des enfants aussi qui, plutôt que d'aller à la cantine, manger des plats qui a priori sont dégueulasses pour eux, parce que c'est comme ça qu'on construit aussi la cantine, c'est forcément dégueulasse, on connaît tout ça, ils préfèrent aller manger un kebab, parce qu'en plus ça coûte le même prix pour le budget des familles. Parce que c'est des villes où le quotient ne met pas forcément les familles dans une situation, parce que dans les cités, il n'y a pas que des pauvres. Il y a aussi des classes moyennes. Donc on arrive à des gamins qui, par effet d'entraînement, par effet de groupe et par effet de masse, préfèrent ensemble, parce que c'est des potes, quand je dis potes, c'est filles-garçons, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu dans mon propos, c'est des copines et des copains, voilà, camarades de classe, là c'est pas genré, qui préfèrent aller manger au kebab, au McDo, ailleurs ou à la maison, et souvent dans des trucs pré-préparés, parce que c'est ceux-là où on a accès, plutôt que d'aller à la cantine manger des repas équilibrés. Donc il y a un vrai enjeu éducatif là-dessus. Et moi, mon propos, c'est quoi ? C'est de dire que si la cantine est juste le lieu où on va manger parce que les parents travaillent, admettons. Moi, ce que mon propos, c'est de dire, c'est que la cantine scolaire est un moment éducatif. C'est pas qu'un endroit où on mange. D'ailleurs, vu le temps consacré pour pouvoir manger dans les lycées à plus de 600 élèves, où on fait 3-4 services, voilà comment on éduque nos enfants. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que la cantine scolaire, tout le monde y ait accès, un droit universel pour tous les enfants, et si la question du prix se pose, tu as raison, moi je suis d'accord avec toi, on paye des impôts pour ça. On paye des impôts pour ça. Mais exactement, c'est-à-dire que la question est une question politique, mais qui ne se détermine pas par imposer aux familles des choix que les élus n'ont pas le courage de prendre. Donc je dis que dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, dans les parlements, dans les gouvernements et à l'Assemblée nationale, puisque c'est une partie du Parlement et c'est là qu'on vote le budget, et aussi à l'Élysée, on doit se dire que si manger est un droit dans le pays de la bouffe pour tous les enfants, alors il doit être universel, de la même façon que l'accès aux soins est universel et constitutionnel. Voilà mon propos. Par exemple, on n'est pas obligé de faire le CICE. Exemple. Tu vois ? Oui, pour répondre à... Enfin, continuer la réflexion sur la remarque que tu faisais sur les établissements, disons, en position rendue difficile, parce que c'est effectivement une réalité qui est liée à une répartition inégale et à une ségrégation et à une concurrence entre établissements qui aboutit en gros à des établissements relativement bien pourvus par rapport à d'autres qui sont particuliers. Alors, je crois qu'il y a deux éléments de réponse, à mon avis. Il y a un élément de réponse qui serait lié directement à une politique scolaire, compte tenu du fait que les conditions générales de transformation de la société, on les a en horizon, mais aujourd'hui, et ça suppose effectivement que des conditions différenciées, aujourd'hui,
des conditions d'attribution de moyens soient différenciées. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, je pense que si l'objectif, c'est d'avoir dans tous les domaines des conditions d'apprentissage pour les élèves et les enseignants qui soient équivalentes, ça suppose effectivement l'attribution de moyens différenciés, qu'on donne plus, qu'on assume de donner plus à un certain nombre d'établissements. Alors, pour le reste, c'est vrai que ça ne résout pas l'ensemble des problèmes. Et de ce point de vue-là, la dimension complémentaire, je pense qu'effectivement, c'est de penser l'action politique comme une action politique qui touche effectivement à la composition ça inclut par exemple de lutter évidemment contre la spéculation immobilière, qui est un facteur très, très, très prégnant à l'heure actuelle pour créer ces établissements très, très différenciés. Des zones, du point de vue de la qualité résidentielle, d'avoir sur les diverses zones des relais sociaux, culturels, des services publics dans tous les quartiers, etc. etc. Donc c'est en ce sens que les éléments de politique scolaire sont bien évidemment liés à des éléments de politique plus générale qui sont dans notre programme, qui sont dans nos objectifs. Et je crois qu'aujourd'hui, l'un des défis que l'on a, c'est d'articuler ces deux éléments. Mais bon, je pense qu'à la France Insoumise, on n'est pas trop mal placé du point de vue du programme et du point de vue de la stratégie. Merci à tous les trois pour vos interventions. Merci à vous aussi d'avoir nourri ces échanges. Si vous voulez les poursuivre, n'hésitez pas à venir voir nos trois intervenants pour continuer à discuter ensemble. Je ne me suis pas présentée, je suis Béatrice Pina, je suis membre du groupe thématique éducation. Si vous souhaitez vous associer aux travaux du groupe, n'hésitez pas également à venir me voir pour qu'on puisse travailler ensemble. Merci à vous.